La Journée internationale des forêts a été célébrée le 21 mars dernier sur le thème « Forêt et innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Cette journée est une sensibilisation et surtout sur la nécessité de protéger et de gérer durablement ces écosystèmes précieux. Que fait le gouvernement en Côte d'Ivoire? Quelles sont les initiatives prises et pour quels résultats? Quels sont les enjeux locaux, mondiaux et les pistes de solutions? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Préservation de la forêt, une nécessité pour la survie de la planète. Dans cette émission, nous aurons le privilège, et j'ai le privilège d'entendre des experts, des décideurs engagés dans la préservation de nos forêts. Et je vous les présente. Bonsoir, Général Adama Tondo-Sama. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Tout à fait. Et vous représentez le ministère de l'Environnement que nous remercions. Merci beaucoup. À vos côtés, nous retrouvons M. Yaya Karamoko. Bonsoir, M. Karamoko. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes vice-président de l'université Nangui à Brogua. Effectivement. Et votre université a une spécificité, une particularité. On en parlera donc tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Colonel-major, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes colonel-major Kwasi Lucien et vous êtes directeur général des forêts et de la faune et vous représentez ce soir sur ce plateau le ministère des Eaux et Forêts. C'est bien cela. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. À part moi, il était important d'avoir également une femme sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous êtes Adrienne Soundélé, vous êtes présidente de la Fondation Soundélé, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Et vous avez, et je pense que nous vous félicitons tous, vous avez été prix d'excellence en 2015 du prix du président de la République Alassane Ouattara parce que vous avez été le meilleur acteur de reboisement. Voilà. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci, madame. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau pour ce sujet. Et je le disais dans mon introduction, vous êtes chacun à votre niveau des références dans ce domaine que nous traitons ce soir. Ce soir, il s'agira, mesdames, messieurs, de sensibilisation, d'information, de plaidoyer pour contribuer à sauver notre planète. Un QR code va apparaître tout à l'heure au bas de l'écran et vous pourrez, mesdames, messieurs, poser vos questions et pourquoi pas contribuer également pour le bien de notre planète. D'ailleurs, comment se porte notre planète? Retrouvons Astou Touré dans ce reportage sur l'action de l'homme sur l'environnement. Nous suivons. Des arbres abattus, abandonnés en pleine forêt dense, laissant entrevoir des espaces clairsemés par endroits sur ce site pourtant décrété zone classée et conservée. Nous sommes dans la forêt de Yapouabé, à environ 45 minutes d'Abidjan, sur l'axe reliant la commune d'Anyama à celle d'Agoville. Ici, le défrichement des arbres est très pratiqué au grand désarroi des agents des eaux et forêts. Leurs efforts de reboisement est soumis à rude épreuve. Cette parcelle a été détruite autour de 2020-2021. Ça a été détruit et on a mis des plants forestiers. Vous voyez qu'ils ont tué nos plants et ils se réinstallent. Donc c'est un combat perpétuel. L'unité de gestion des forêts d'Agboville est en charge de la préservation du patrimoine forestier dans cette localité. Une patrouille organisée par cette unité de contrôle a permis de découvrir cet incivisme écologique. Nous sommes sur un site de défrichement récent de forêt, en forêt classée Yapouabé. À l'instar de ce site-là, on a la forêt noire, la forêt fermée. Et c'est comme ça qu'ici était. Voilà, donc en un rien de temps, ils ont défriché, tué les bois, mis le feu. Et ils commencent par mettre du maïs. Comme vous l'avez constaté, du maïs, des bananiers. Et ensuite, peut-être même que c'est déjà semé au cacao. La végétation ainsi détruite laisse place à un vaste champ fruitier exploité illégalement par des clandestins. La patrouille se poursuit et soudain, les soldats de la forêt aperçoivent les signes d'une présence humaine. Appréhendés et interrogés, les malfrats tentent de se justifier. C'est nous, papa, il a mis... Cola là. Voilà. Nous, il a mis cacao aussi. Mais votre papa là, qui lui a donné ici là? Et puis il fait papa, il a dessus, et puis cola là. Qui lui a donné ici? Ah, il a dit, c'est pas 50 ans même. L'unité d'intervention met ainsi la main sur des exploitants illégaux qui opèrent dans la zone il y a plus d'un demi-siècle. Outils de travail, moyens de déplacement saisis, plantations détruites par les agents des eaux et forêts.
Ces bandits seront mis à la disposition du procureur de la République. D'une superficie de 25 000 hectares, la forêt de Yapoabé est délimitée par 8 sous-préfectures et 2 régions, notamment la Mé et la Nibitiassa. Traversée par 2 voies, le chemin de fer et le bitume, la sécurisation de cette forêt n'est pas du tout aisée. Ici, c'est la voie ferrée qui relie la Côte d'Ivoire à d'autres pays. Voilà. Donc ça part depuis Abidjan, voilà, passant par Dembokro jusqu'à Korogo et autres. Donc elle traverse la forêt. C'est un moyen plus facile pour ceux qui agressent ces forêts-là d'y accéder, sans que nos gardes forestiers ne s'en rendent compte. Le train, quand il passe, ils peuvent sauter du train, voilà, avec leurs bagages. Ils sautent du train et puis ils s'installent quelque part en brousse là-bas et puis ils commencent ce qu'ils ont à faire. L'unité de gestion des forêts d'Agboville est en charge de la sécurisation de 3 forêts classées, dont 2 de catégorie 3 en situation de dégradation très avancée. Celle de Yapoabé est la seule de catégorie 1 avec moins de 25% de taux de dégradation. D'où la nécessité de la préserver par tous les moyens. La forêt classée Yapoabé, c'est une forêt spéciale pour l'État du Côte d'Ivoire. C'est une forêt qui a abrité beaucoup de travaux de recherche. Mais aujourd'hui, tout ça est menacé. Voilà. Donc vraiment, nous souhaitons qu'on puisse vraiment nous appuyer. Aujourd'hui, le Grand Abidjan s'arrête au niveau d'Azagué. Mais ils sont en train de préparer un autre Grand Abidjan, actualiser le plan du Grand Abidjan qui va aller au-delà et qui va englober cette forêt classée. Donc elle risquerait dans 10-20 ans de se transformer en forêt périurbaine. Et elle doit jouer vraiment un rôle dans l'adduction en eau potable des populations dans plusieurs années. De 2017 à 2023, le centre de gestion de forêt d'Azagué a détruit 800 hectares de plantations dans les forêts classées avec la collaboration du Conseil national de sécurité appuyé par un programme de sécurisation. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de 234 forêts classées reparties sur l'ensemble du territoire national. Le taux de déforestation en Côte d'Ivoire est le plus élevé en Afrique, avec 90% de forêts disparues selon l'inventaire forestier faunique de juin 2023. 16 millions d'hectares de forêt en 1960, il n'en reste qu'environ 2 millions depuis le début des années 2000. Déforestation abusive, culture intensive, orpaillage clandestin sont autant d'actions qui impactent fortement le climat. Conséquence, le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Pour éviter le pire, le gouvernement ivoirien ambitionne de restaurer au moins 20% du couvert forestier d'ici à 2030. Merci Astou Touré, également merci à Pacom Afrié pour le montage et Chérif Ousmane pour la caméra. Général, colonel-major, professeur, madame, le décor il est planté, implacable. J'aimerais vraiment avoir vos commentaires au regard de cet élément que nous avons ensemble visionné. Général. Merci de me donner l'opportunité de représenter le ministère de l'Environnement sur ce plateau. Mais après avoir regardé ce film, l'élément qui ressort, c'est que le premier élément de déforestation, c'est bien l'agriculture. Vous avez pu le constater. Et malgré les activités menées par les agents de la SODEFOR, vous voyez qu'il y a des infiltrations à des fins agricoles. Et le deuxième élément qui est apparu, c'est qu'il y a l'orpaillage clandestin qui détruit la forêt. Donc, au regard de cette image, on peut dire qu'il y a 2 facteurs qui ont été présentés, notamment l'agriculture et l'orpaillage clandestin. Vous corroborez ce qu'on a vu ensemble, l'alarme. Si, c'est véritablement vrai. C'est-à-dire que même au niveau international, oui. Il faut dire que l'agriculture constitue l'un des facteurs de déforestation dans le monde. C'est environ 9 millions d'hectares qui sont perdus pour l'agriculture. Donc, énorme. Véritablement, ce n'est pas un phénomène de la Côte d'Ivoire seulement, c'est un peu partout dans le monde. Donc, il faut prendre des dispositions pour faire face à cela. On en parlera lorsqu'il va s'agir justement des recommandations et des propositions, parce que je sais que vous avez de toutes les manières travaillé sur ce sujet. Alors, professeur, quel est votre sentiment quand vous regardez cet élément? On parle d'incivisme, on parle d'orpaillage, il est question de combat, de clandestinité. Professeur que vous êtes. Ce que je ressens en voyant ce film-là, c'est la facilité avec laquelle on détruit. Quand d'autres ont veillé, les agents des eaux et forêts ont reboisé, ont parcouru cette forêt de Yapoabé, l'ont protégée. Et il suffit d'une journée de travail pour détruire un écosystème fragile, difficile et très lent à reconstituer.
et la forêt est presque perçue ici comme un obstacle au développement urbain, agricole, alors qu'en réalité, on le verra dans le débat, c'est le contraire. La forêt est amie des villes paisibles, la forêt est amie et entretient l'agriculture durable. Colonel-major, justement, quel est votre commentaire au regard de ce qui nous a été partagé? Parce qu'on parle de forêt et c'est vraiment votre expertise, la forêt. Oui, merci madame. Je voudrais, avec votre permission, vous adresser les remerciements du ministère des Eaux et Forêts pour l'opportunité qui nous a ainsi donné de pouvoir vous montrer des pans de nos missions. Alors, la forêt ivoirienne a beaucoup donné à ce pays. Déjà, pendant les années de colonisation, lorsque le binôme café-cacao n'existait pas, à l'origine, c'est la forêt qui a donné l'économie naissante de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde les performances agricoles enregistrées par la Côte d'Ivoire, lesquelles performances ne sont pas enregistrées par certains pays voisins, on se rend compte combien la forêt, la présence de la forêt a été prépondérante dans le développement socio-économique de notre pays. Tout à l'heure, on a pu nous apercevoir du cri de cœur que le responsable de la SODEFOR a donné. Aidez-nous, aidez-nous, il faut qu'on puisse nous appuyer pour que nous puissions sauver la forêt. Donc, je pense qu'il y a lieu qu'on fasse quelque chose. Il faudrait que la communauté nationale puisse prendre conscience des bienfaits de la forêt et aider ceux qui ont mission de la préserver à bien mener leur mission pour que la forêt soit préservée. Pour que la forêt soit préservée, je pense que vous aurez l'occasion tout à l'heure, lorsqu'il va s'agir justement des recommandations et des propositions concrètes, de partager justement ce à quoi vous avez pensé et toutes les solutions idoines. Alors, Présidente, vous, c'est une fondation pour le reboisement, j'insiste, vous avez insisté là-dessus, j'insiste également. Quel est votre commentaire justement quand vous regardez ce qui s'est passé, qu'on nous a montré et qui est corroboré justement par les experts que nous avons sur ce plateau ce soir et vous en faites partie? Pour un commentaire, c'est dit que c'est difficile et c'est assez grave. Vous êtes touché? Touché, triste, mais bon, c'est pour tout ceci, nous on a opté, la Fondation à notre niveau, on a opté pour le reboisement. Parce que la forêt, c'est la vie. Elle nous donne la santé. Tout ce qu'on mange, c'est la forêt. C'est dans la forêt. Elle nous donne la santé. Elle nous procure le climat. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, le climat, il fait très chaud. Et on continue de reboiser. Et nous sommes partenaires du ministère des Eaux et Forêts, du ministère de l'Environnement, qui nous accompagnent techniquement. Oui. Et nous passons notre temps à faire du reboisement. Vous passez votre temps à faire du reboisement, mais vous ne désemparez pas? Non. Vous ne baisserez pas les bras. Non. Alors, on va quitter la Côte d'Ivoire, on va y revenir évidemment, mais on va parler quand même un peu du monde, parce que, comme vous le disiez, Général, la Côte d'Ivoire n'est pas la seule à être confrontée à tous ces dérèglements climatiques. Alors, on dit il fait chaud. Il fait chaud, il y a des ouragans, sécheresse, mais aujourd'hui, comment se porte de façon concrète la planète? Comment va notre planète? Ben, il faut signaler que la planète se porte mal au vu des dégâts causés par l'homme. Tout à l'heure, vous avez vu le cas des forêts. Et tout le monde sait que les arbres, la forêt, c'est source de vie. En effet, dans le cadre de la fonction de photosynthèse, la forêt absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène, ce qui est très important pour toutes les espèces animales et pour l'espèce humaine aussi. Et je l'ai dit tout à l'heure, à travers le monde, c'est la course au défrichement des forêts. Mais comment on explique cette course au défrichement, justement? C'est parce que certains veulent faire des activités agricoles, d'autres veulent faire de l'exploitation forestière abusive, d'autres veulent faire l'orpaillage clandestin. C'est au détriment de la forêt. Et véritablement, ce n'est pas un phénomène, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est partout dans le monde. Donc il faut qu'on prenne des dispositions pour faire face à l'avancée de ces éléments. Sinon, c'est l'avancée du désert. Et qui parle de désert, parle de manque d'eau, manque de pluie, et du coup, on aura la répercussion sur la production agricole. Absolument. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. S'il ne pleut pas, il va sans dire que notre production va baisser. Madame, alors, le monde, la planète, parce que vous parlez de reboisement, quel est votre regard justement sur la situation de façon globale
de la planète. La Côte d'Ivoire, évidemment, elle est partie prenante, mais quel est votre regard justement sur la situation de la planète, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit au quotidien? Ce que je peux dire, c'est que la planète, comme le général a dit, la planète se porte mal, ça c'est clair. Et quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de forêts qui sont dévastées par les feux de brousse, par même des... Mais à travers le monde. À travers le monde. Oui, à travers le monde. Votre regard, justement, à travers le monde. Voilà. Le regard à travers le monde est vraiment alarmant. Ça fait peur. Parce que quand on plante, par exemple, un arbre en Côte d'Ivoire, on sauve la planète. Donc, il faut qu'on prenne des mesures et qu'on soit engagé. Tout le monde doit être engagé pour planter un arbre au moins, chaque jour ou bien chaque semaine, parce que ça nécessite vraiment un apport, un concours vraiment très capital pour notre planète. Il faut reboiser au maximum et il faut prendre des mesures idoines pour vraiment se mettre à reboiser et passer par des mesures légaux pour faire le reboisement. Alors, professeur, moi je voudrais vous entendre. Madame dit qu'il faut reboiser tous les jours. Je parle même au niveau de la planète. Après, il y a les réalités au quotidien. Quelles sont justement, par rapport à la situation que nous vivons, que nous regardons, quels sont les défis auxquels, justement, vous êtes confrontés, vous, c'est vrai, quand je dis vous, parce que vous travaillez sur cette thématique, cette question, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, justement, pour encourager ce reboisement et éviter la déforestation? Oui, ici, encourager le reboisement ou la réinstallation de la forêt et éviter de détruire ce qui reste, c'est pour la bonne cause. Nous vivons un réchauffement climatique que chacun ressent. C'est un changement climatique qui a divers effets. Au pôle, il y a la calotte glaciaire, c'est-à-dire c'est des parties de mer qui étaient toujours congelées, qui sont en train de fondre et qui font monter le niveau des eaux. Et à côté de ça, la forêt, je le disais tantôt, la forêt rend service. Si on ne tient pas compte, c'est le temps de prendre certaines mesures. Si on ne les prend pas à temps, ça peut être une crise auto-entretenue qui va faire qu'accélérer la dégradation des forêts. Ce réchauffement fait actuellement que dans les zones tempérées, il y a des étés tellement chauds que des grandes masses de forêts partent dans des incendies, libérant une grande quantité de CO2, un gaz à effet de serre, c'est-à-dire un gaz qui empêche la chaleur de quitter la Terre pour se dissiper dans l'atmosphère. Et il est important d'agir, c'est le temps d'agir. Chaque paysan, chacun, s'il est observateur, sait que des processus agricoles qui marchaient hier marchent difficilement aujourd'hui. Mais ce n'est pas un hasard. L'État, l'abus que nous avons fait du couvert forestier, y est pour quelque chose. L'homme est responsable. L'homme a une responsabilité établie. L'homme a une responsabilité établie. Alors, colonel-major, l'homme a une responsabilité établie. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que tout le monde dit il fait chaud, on a chaud, la climatisation, on est obligé de la mettre pratiquement 24 heures sur 24, et l'homme est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne les questions de déforestation. Je voudrais vraiment vous entendre là-dessus. Oui, absolument. L'homme est responsable parce que la déforestation, quand on visite la littérature, l'histoire nous enseigne que l'impact des activités humaines sur l'environnement date déjà du néolithique. Et ça, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, l'homme avait déjà commencé à travailler, à utiliser son environnement. L'homme est récidiviste, on peut le dire comme ça? On peut dire que l'homme persiste dans ses manières, dans ses agissements. Et depuis lors, la déforestation a commencé à grimper jusqu'à ce qu'on soit au niveau où nous en sommes aujourd'hui, au point où nous observons dans la presse qu'il y a des ouragans, qu'il y a des sécheresses, il y a des inondations. Mais allez-y, dans l'océan Pacifique, certaines îles, comme les îles Maldives, sont menacées de disparition
de la surface de la terre. Nous avons en Côte d'Ivoire, chez nous ici, allez-y à Assini, des villages comme Aswende, comme Madame, comme Babianéa sont menacés de disparition. Allez-y à Grand Laou, le village de Laou Panda, vous allez voir des pans entiers de murs qui sont emportés à cause de la montée des eaux. Et ces derniers temps, en tout cas en Côte d'Ivoire, avec la montée du mercure, avec les vagues de chaleur qu'on a, on ne peut pas dire que la planète se porte bien. Alors, et tout cela à cause de l'action de l'homme. À cause de l'action de l'homme. Et quand on a fini de dire ça, hein, vous êtes tous les quatre d'accord sur l'action de l'homme, comment justement relever le défi? Comment l'homme peut justement changer de paradigme dans son comportement et justement faire en sorte que, c'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui tout changer, mais qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que vous faites de la sensibilisation générale, de l'information, du plaidoyer autour de vous? Professeur, je vous poserai la même question, colonel-major également, et vous également, parce que je considère que vous êtes de la société civile. Justement, qu'est-ce que vous faites justement pour interpeller? Il faut signaler que le domaine forestier, nous, au ministère de l'Environnement, nous gérons le domaine forestier, le domaine public de l'État. Oui. Il s'agit des parcs nationaux et des réserves naturelles. Mais vous êtes touché quand même? Tout à fait. Parce qu'il faut signaler qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 32% des forêts se trouvent dans les parcs nationaux et réserves naturelles. Mais qu'est-ce que nous faisons en général? Nous faisons de la sensibilisation. Et cette sensibilisation est axée sur 3 axes. Le premier, c'est que c'est la sensibilisation du grand public pour les informer de l'importance de la préservation de la nature. Le deuxième élément, c'est des actions dans les écoles. Vous savez que demain, ce sont ces enfants qui deviennent des éco-citoyens. Oui. Donc déjà, il faut leur inculquer la notion de préservation. Et puis troisièmement, comme on l'a dit, tout ce qui est activité anthropique, c'est parce que bien souvent, ces populations qui sont à la périphérie de ces forêts et de ces parcs nationaux veulent aller chercher cela à l'intérieur des forêts. Donc il faut développer des activités alternatives pour ces populations. Mais pour nous, l'élément le plus fondamental et qui mérite d'être continué, c'est la sensibilisation. Est-ce qu'elle donne des résultats? Elle donne des résultats, bien sûr. Parce que quand vous prenez, aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde en Côte d'Ivoire sait qu'il fait chaud. Quand vous allez dans le domaine rural, tout le monde se dit que les périodes culturelles ont changé. Ça veut dire que tout le monde sait qu'il y a le changement climatique qui se met en place et qu'il faut prendre des dispositions. Sinon, à terme, c'est la famine. Donc, véritablement, tout le monde sait qu'il y a un problème. Donc, maintenant, c'est les solutions qu'il faut adopter pour aller à la résolution de ce problème qu'il faut développer. Professeur, alors, comment, justement, au niveau de l'université, quelle est votre approche à l'endroit de vos étudiants? Le général parlait justement de l'approche à l'endroit des enfants qui seront... Demain, c'est le futur, donc ce sont les jeunes. Mais vous, à votre niveau, comment ça se passe justement avec les étudiants sur ces questions qui vous sont chères? Parce que, voilà. Oui, à travers nos cursus, d'abord la formation et ensuite la sensibilisation bien réelle que nos enseignants et notre personnel fait pendant le cursus des étudiants. Nous représentons la forêt dans son identité réelle, un être vivant, parce que c'est un ensemble d'êtres vivants qui sont les arbres, qui a son fonctionnement, mais qui peut être blessé, qui naît, qui grandit, quand on le met dans des conditions de sa croissance, qui fait sa croissance, qui peut supporter certaines choses, on peut l'utiliser, mais il y a des abus qu'elle ne supporte pas, qui la fait régresser, et ces abus-là, finalement, conduisent l'homme à sa propre perte. C'est en analysant ces composants, en faisant des recherches, en produisant de la connaissance sur la phytosociologie, la diversité du monde forestier. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas, leurs interactions, et nous amenons à travers les données recueillies et les applications, les innovations que nous allons en sortir, à prendre conscience de cet écosystème qui renferme l'essentiel de la biodiversité terrestre et qui reste peut-être le meilleur atout de l'homme en termes de ressources naturelles. C'est le meilleur atout de l'homme en termes de ressources naturelles. Alors, nous avons justement 3 questions. Merci à ceux qui réagissent. Alors, Monsieur Kiene Seydou, il est en Côte d'Ivoire. Il pose cette question. Pourquoi les agents des eaux et forêts n'arrivent pas à protéger convenablement nos forêts? Colonel-major, cette question vous est adressée. Pourquoi les agents des eaux et forêts n'arrivent pas à protéger convenablement nos forêts, selon M. Kiene Seydou de Côte d'Ivoire? On ne dirait pas que les agents des eaux et forêts n'arrivent pas à protéger convenablement nos forêts. Je voudrais faire un peu d'histoire.
Vous savez, le rythme de dégradation des forêts en Côte d'Ivoire a fait l'objet de nombreux rapports. Hein. De 1990 à 2000, nous étions à 275 000 hectares par an de défrichement. De 2000 à 2015, nous étions à 133 000 hectares. Oui. De 2015 à 2020, à 47 000 hectares. Et 2021, le dernier rapport nous dit que nous sommes 26 000 hectares. Donc, il y a un gros effort qui est fait. Mais vous avez encore des difficultés? Nous avons encore des difficultés. On n'est pas encore arrivé. On va arriver à une situation de zéro déforestation. Mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps parce que vous savez que nous avons vécu une décennie de crise au cours de laquelle nous n'avions pas de mainmise sur certaines forêts. Alors pendant cette période-là, il y a eu l'installation de certaines communautés à l'intérieur des forêts, mais fort heureusement, il y a eu la mise en place d'une brigade spéciale forte de 650 hommes qui a commencé à patrouiller dans ces forêts-là pour pouvoir rayonner à travers la Côte d'Ivoire pour essayer, en tout cas, là où on trouve des clandestins, on les met à la disposition de procureurs, des tribunaux. Oui. Hein, on les met à la disposition des tribunaux et on procède également à la destruction de cultures. Donc je pense avec le temps, ce sont des questions que nous allons régler, mais il faudrait que nos compatriotes puissent comprendre que dans un pays organisé, les espaces ont des vocations. Et je pense que c'est le cas en Côte d'Ivoire qui est un pays organisé. Il y a des espaces qui sont des espaces destinés à la pratique de l'agriculture. Absolument. Il y a des espaces qui sont destinés à la conservation, comme les parcs nationaux, les réserves. Il y a des espaces qui sont classés, érigés en forêt classée, dans lesquels on ne doit pas rentrer pour faire de la culture. Mais, colonel-major, moi j'ai une question, parce que là, justement, vous avez parlé de cette brigade, il y a plus de 600 hommes, c'est cela? Oui. 650 à travers la Côte d'Ivoire qui patrouillent. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le nombre de clandestins, par exemple, sur cette année, qui ont été interceptés et présentés devant les tribunaux? Est-ce qu'on a une estimation? Je ne saurais le donner, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, de plus en plus, avec le nouveau code et sa vulgarisation, les magistrats ont été suffisamment sensibilisés de telle sorte que maintenant défricher une forêt n'est pas un acte banal. C'est pas un acte banal. Non. Par le passé, il y avait des situations où les délinquants mis à la disposition de certaines institutions étaient relâchés, mais depuis un moment, en tout cas, il y a des condamnations qui sont prononcées. Alors, justement, je voudrais vous entendre sur cette question. Le colonel-major, il explique justement qu'il y a ces arrestations et les clandestins qui sont remis à la disposition des autorités judiciaires restent, en fait, aujourd'hui en prison, même si au départ ils sont présumés innocents. À votre niveau, Madame la Présidente de la Fondation Soundélé, qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation? Parce que vous êtes de la société civile en réalité, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que l'Ivoirien ou l'Ivoirienne comprend que la forêt, elle est, comment on va dire, elle doit être protégée et elle est sacrée? Comment ça se passe? Il faut beaucoup sensibiliser, il faut beaucoup de sensibilisation. La sensibilisation juste à nos parents paysans, parce que quand on les explique, ils comprennent. Et moi, à mon niveau, avec la petite expérience que j'ai, je pense que la forêt même, on doit la laisser tranquille. C'est-à-dire? On doit la laisser tranquille. Elle se régénère toute seule, la forêt. Et il faut beaucoup plus de sensibilisation dans le domaine rural. Et même avec nos cadres, parce que moi, quand je sillonne un peu la forêt, je vois qu'on a des hauts cadres qui sont avec nous à Abidjan, qui ont des plantations dans les forêts. Et ça, c'est extrêmement grave. Et après, on doit... Que doivent-ils faire? Ah non, mais il y a de l'espace pour l'agriculture et puis pour l'industrie. Mais la forêt, j'insiste, il faut la laisser tranquille. La forêt, il faut la laisser tranquille. Voilà. Et elle va se régénérer toute seule. Elle va se régénérer. On fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, tout. C'est bien beau, mais il faut laisser la forêt
tranquille. Karamoko Bintou nous écrit de Côte d'Ivoire. Elle dit justement, la forêt est-elle la clé de notre épanouissement? Karamoko Bintou, bonsoir et merci pour votre question. Professeur, la forêt est-elle la clé de notre épanouissement? Oui, je vais Pourquoi? répondre à Bintou que la forêt est la clé de notre épanouissement. Oui. Parce que notre vie dépend de certains facteurs. Il y a cette atmosphère que nous respirons. La forêt entretient l'air que nous respirons en retirant le CO2, comme le disait le général, et en libérant l'oxygène. Et à côté de cela, nous avons besoin d'eau potable. La forêt rend beaucoup de services pour le confort de l'homme, qu'on appelle les services écosystémiques. La forêt, c'est le sol qui entretient la nappe phréatique par excellence. Et l'agriculture qui nous nourrit dépend de la forêt en bien des points. Le service de la forêt n'est pas toujours démontré, mais c'est nécessaire pour une bonne agriculture, la disponibilité de l'eau potable, mais aussi pour nous soigner, par exemple. C'est historique, on s'est toujours soigné à partir des plantes. Et à l'époque? Non, même actuellement. Est-ce que, quand on parle de ratio, est-ce que les plantes, est-ce que la connaissance justement des plantes, de la forêt, est-ce qu'il y a justement ce partage de savoir entre les différentes générations? Oui, ce partage existe. Nous, à l'université Nangui à Brougua, nous avons un ambitieux programme de formation de botanique et pharmacopée africaine qui essaie de recueillir le maximum d'informations ethnologiques dans un contexte scientifique pour les traiter. Et même au-delà de la phytothérapie, l'essentiel de ce que nous trouvons dans notre officine, même si ce sont des cachets, des gélules, les principes actifs, en général, ne sont pas tombés du ciel comme ça. Ce sont des substances naturelles d'abord qu'on a essayé de reproduire chimiquement. Hier, aujourd'hui et demain, c'est la forêt qui nous soignera à travers sa biodiversité. Si elle est sauvée. Oui, effectivement. Si elle est sauvée. Général, alors, comme vous vouliez rebondir sur cette question parce que j'avais une question. Sur les deux questions. Non, allez-y, rebondissez. Je voulais faire noter que, effectivement, la forêt est la clé de notre épanouissement. Oui. Pour s'épanouir, il faut être en bonne santé. Or, quand vous prenez l'exemple le plus simple, c'est le parc national du Banco. Le parc national du Banco, c'est 3438 hectares. Je l'ai dit au début de mon intervention qu'il fait le phénomène inverse pendant la journée. Il absorbe le gaz carbonique et dégage l'oxygène. Ça permet d'aérer, ça permet de purifier l'air dans la ville d'Abidjan. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'il y a une importante source d'eau. La nappe phréatique est protégée par le parc national du Banco. Et la ville d'Abidjan est alimentée à 40% en eau potable de l'eau qui vient du parc national du Banco. Donc vous voyez, c'est des éléments essentiels qui contribuent à notre épanouissement. À cela, si on ajoute d'autres éléments, au plan économique, quand on prend le parc national d'État dont on parle, 536 000 hectares, mais vous constatez la boucle du cacao se trouve dans cette zone. C'est parce que la pluviométrie est bien développée dans cette zone, donc la production agricole est bien développée. Et qui parle d'économie, ça fait partie de notre épanouissement. Donc c'est pour dire que la forêt est la clé de notre épanouissement. Pour ce qui concerne la première question qui a été posée au colonel-major par rapport au fait que, pourquoi les agents des eaux n'arrivent pas à protéger les forêts, nos forêts. C'est relatif. Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'on a à peu près 2 millions d'hectares actuellement. Mais nous avons moins de 4000 agents. Donc il y a un problème de ressources humaines. Vous avez la technique utilisée par les uns et les autres. Ils font du planting la nuit. Cela voudrait dire qu'il faut que nos agents travaillent 24 heures sur 24. Donc il y a une nécessité de renforcer les ressources humaines. Il y a un problème de Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut renforcer en termes de personnel, en termes d'équipement, et puis utiliser des outils innovants. Parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation du drone, avec l'utilisation d'autres outils innovants, on a la possibilité d'être informé en temps réel d'une alerte de défrichement quelque part. Ça nous permet, si nous disposons des moyens nécessaires, d'aller sur le site pour freiner cela. Alors justement, on va parler de la digitalisation. Vous en parlez, c'est vrai, aujourd'hui, on a la possibilité de surveiller les forêts. Est-ce que c'est un élément qui est intégré justement dans vos politiques au quotidien, ou bien c'est en perspective justement pour empêcher ces clandestins de s'installer dans les forêts? Et comme m'a dit madame, il faut protéger, il faut sauver, il faut laisser la forêt tranquille. Colonel-major. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez rappelé le thème de la Journée internationale des forêts, qui est forêt et innovation.
les nouvelles techniques dont nous parlons maintenant ce sont des techniques qui sont en train d'être éprouvées par nos différents systèmes. Mais ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas encore eu la possibilité de les avoir, je vais dire, de façon suffisante pour nous permettre de couvrir la panoplie de nos activités. C'est cela la difficulté qui se trouve à notre niveau. Nous faisons un plaidoyer. À travers la Journée internationale des forêts, la communauté internationale est sensibilisée à tirer un meilleur profit des innovations qui existent pour permettre de relever les défis qui se présentent à nous en matière de gestion forestière. Justement, en matière de gestion forestière, que ce soit vous, madame, le général, professeur et vous-même, colonel-major, est-ce que vous avez justement des rapports ou des relations avec des partenaires au développement ou des entreprises, en parlant de partenariat public-privé, donc PPP, comment ça se passe justement pour arriver à atteindre vos objectifs de reboisement et, messieurs, de préservation de la forêt? Comment ça se passe avec vos partenaires? Vous en avez ici, à l'étranger? Comment ça se passe, Madame Soundélé? En général, nos partenaires, ils se fient à ce qu'on leur dit. Et je pense qu'une attention particulière devra être accordée aux institutions chargées de la mise en œuvre des politiques et des actions dans le domaine de la reforestation pour qu'on puisse mieux profiter de nos partenaires et de tous ceux qui nous aident. Parce que nous, par exemple, au niveau de la Fondation, on vit de l'aide et de dons. Donc, si on est guidé par des actions très précises et accompagnées techniquement, je pense que nos partenaires viendront effectivement nous aider sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tout le monde, comme je le dis souvent, tout le monde aime la forêt. Tout le monde aime la forêt. Tout le monde aime la forêt, mais il faudrait qu'on puisse faire des actions concrètes et respecter scrupuleusement les COP, les décisions qui ont été prises pendant les réunions internationales. Par les nombreuses COP, pour qu'on puisse mieux s'organiser sur le terrain. D'accord. Et avec nos démarches, on se rend compte que tout le monde aime la forêt. Tout le monde aime la forêt. Madame générale, chef, colonel, major, professeur, nous allons parler de la restauration du couvert forestier. Où en sommes-nous? Question, réponse dans un instant. Un patrimoine vert dans un temple du savoir. Si tu m'entends. Le CNF, Centre national de floristique, prend ses racines au pied de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce patrimoine écologique force l'admiration. La première fois que j'arrive ici, j'ai dit wonderful. On peut avoir cet espace aussi en pleine cité universitaire. C'est des initiatives à encourager parce que l'environnement doit être partie prenante ou doit être dans notre quotidien. Parce que j'estime que l'environnement est notre partage à tous. Déjà en termes de vitalité, c'est un espace waouh. Et comme je le dis souvent, la nature est généreuse. L'endroit est propre, il y a une piste, on va dire quoi, piétonne ou cyclable. Mais bon, c'est bien entretenu et puis on sent la sécurité, voilà. Et surtout l'oxygène, sinon c'est bon. Le CNF est sous la direction d'une botaniste. Avec passion, elle fait l'historique et donne les spécificités de ce centre. Le Centre national de floristique, c'est un centre de conservation in situ et ex situ. C'est un centre de recherche qui a pour vocation l'étude sur les plantes. Aussi conserver l'herbier national de la Côte d'Ivoire qui retrace l'histoire de la végétation ivoirienne. Professeur Thiebré-Marie Solange, à la tête de cet établissement, veut promouvoir un espace de recherche et d'évasion. Depuis 1900, nous avons commencé le prélèvement, donc l'identification au niveau des plantes, la richesse floristique. Savoir déjà la Côte d'Ivoire contient combien de plantes. Ça, c'est notre spécificité. La difficulté actuellement, c'est d'arriver à attracter le secteur privé. L'État fait déjà beaucoup pour la recherche. Donc l'idée, c'est d'arriver à augmenter le financement en demandant aux structures privées de venir appuyer de plus en plus les structures de recherche dans leur volonté de promouvoir la recherche scientifique et la protection des ressources naturelles.
Le CNF, Centre national de floristique, a été créé par décret en 1973. Mais son patrimoine forestier date de 1964. 60 ans après, sa sauvegarde peut contribuer à la promotion de la culture et de la biodiversité. Merci Siaka Kone, merci à Chérif Ousmane et merci également à Pacom Afrié pour le montage. Merci pour cette immersion au Centre national de floristique. Alors, est-ce un modèle à promouvoir, professeur? Oui, le CNF, le CNF est très exemplaire parce que l'université est le lieu de la production du savoir et c'est aussi le lieu de sa mobilisation pour avoir des technologies et des innovations qui vont soutenir notre développement durable à travers le CNF, comme l'université Nangui Abrogwa aussi à travers sa relique forestière primaire qu'elle essaie d'entretenir autant que possible, essaie de montrer l'exemple. Et c'est cette exemplarité qui va nous soutenir dans nos rapports avec nos collaborateurs intérieurs et extérieurs. Et en matière de durabilité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique insiste pour que nous ne nous contentons pas seulement de bonnes publications sur la richesse floristique, mais qu'on soit acteur de l'innovation au service de la conservation. Et dans ce cadre-là, l'université Nangui Abrogwa remercie la RTI, qui est un partenaire ici qui nous permet de porter notre voix, d'éclairer ce que nous faisons. Mais dernièrement, ces efforts de partenariat pour pouvoir innover au-delà de la production scientifique ont commencé à payer. Le président de l'université Nangui Abrogwa, le professeur Tando Yao, a pu, après des efforts, décrocher une chaire UNESCO, la chaire UNESCO Études, Recherche et Action pour la ville durable. Et dans l'esprit de cette chaire, la forêt doit être un partenaire de la ville et non un obstacle à son développement. Parce que l'eau dans la ville, la lutte contre la surchauffe de la ville et le fait que la démographie des villes va représenter d'ici 2050 près de la moitié de la population humaine, c'est maintenant qu'il faut prendre des dispositions et l'université essaie, la recherche essaie de jouer sa partition. Jouer votre partition. Merci en tout cas, professeur, pour ce plaidoyer. Général, comment aujourd'hui se portent les parcs et réserves? Je voudrais signaler que la Côte d'Ivoire dispose de 18 aires protégées, 10 réserves naturelles et 8 parcs nationaux. En termes d'état de conservation, je peux dire que les parcs nationaux sont globalement bien portants. Ils sont bien protégés également? Bien protégés parce qu'il faut signaler que sur les 2 250 000 hectares, nous avons des problèmes sur 2 aires protégées. Le parc national de la Maraoué, qui est infiltré à plus de 70%, et le parc national de Montpéco, qui, pendant la crise, a été infiltré, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'intérieur. Il faut pouvoir restaurer. Cela me permet de répondre directement à la question. Pourquoi il faut restaurer le patrimoine forestier? À la vérité, il faut mobiliser toutes les parties prenantes. Pour vous, quelles sont les parties prenantes? La première partie prenante, c'est la population. Il faut vulgariser la notion de reboisement. Parce que, comme on a dit, l'arbre, c'est source de vie. Deuxièmement, il faut qu'on puisse intéresser le secteur privé. Parce qu'il faut dire que pour que les activités économiques puissent fonctionner correctement, il faudrait que nous fusions dans un milieu de vie propice. Et le troisième élément, c'est qu'il faut qu'on puisse mobiliser les partenaires techniques et financiers. Parce que faire du reboisement, ça nécessite la mobilisation de fonds. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas à lui seul supporter cela. Et enfin, il faudrait que les administrations publiques créent une synergie d'action. Il ne faudrait pas que le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement parle de protection et que le ministère de l'Agriculture parle de destruction. Je crois que ces structures doivent créer la synergie. Mais il y a une synergie quand même. Non, il n'y a pas de synergie parce qu'en fait, ce n'est pas ceux qui dégradent les forêts, les paysans, les petits paysans. Ils ne relèvent pas du ministère de l'Agriculture, mais ils bénéficient de l'encadrement souvent de certains services du ministère de l'Agriculture. Si on fait le choix de ne plus soutenir ceux qui dégradent les forêts classées et les parcs nationaux, c'est sûr que les gens vont réfléchir par 3 fois avant d'aller dégrader ces espaces. Justement, mais il pourrait y avoir justement des conséquences si on ne les accompagne, entre guillemets, plus. Non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des espaces qui sont réservés à l'agriculture. À la réalité, quand on parle de déforestation, c'est parce que
Aujourd'hui, les gens rentrent dans les forêts classées, dans les parcs nationaux. Sinon, la réalité, le domaine rural est réservé pour aux activités agricoles et aux activités économiques. Mais dès l'instant qu'on a laissé cet espace et qu'on s'en va dans les espaces protégés, c'est normal qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour freiner cela. Et l'un des éléments, ce n'est pas apporter l'appui à ceux qui dégradent les espaces classés. Ça permettra de freiner les actions, ça permettra de les orienter vers le domaine rural qui est réservé à leurs activités agricoles. Mais est-ce que justement cet espace rural, colonel-major, c'est vrai qu'on parle des parcs et réserves, mais il y a un volet forêt à l'intérieur. Est-ce que justement ces espaces ruraux ne sont pas un nombre est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas justement un sujet par rapport à cela? Et on parle également de démographie qui est galopante. Je veux dire, comment justement on trouve une solution où on répond à cette question? Moi, je pense que l'espace rural, on ne peut pas dire qu'il n'est pas suffisant. Le domaine rural en Côte d'Ivoire, c'est environ 26 millions d'hectares. Alors, 26 millions d'hectares, on a suffisamment d'espace. Le problème, c'est que les paysans cherchent très souvent des terres, je vais dire, où il y a de la forêt à défricher. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui les envoie dans les forêts classées et c'est ce qui les envoie dans les parcs nationaux. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne comprennent pas, justement, qu'ils ne sont pas dans leurs droits. Absolument, puisque ce sont des espèces qui n'ont pas un statut d'espace à vocation agricole. Voilà. Alors, c'est là juste la difficulté que nous avons. C'est la difficulté que vous avez. Alors, Madame la Présidente, Madame Soundélé, vous avez parlé de reboisement, vous avez parlé de sensibilisation. Professeur également, je pense que au niveau de l'université, il y a de l'information, il y a de la recherche. Mais quel est le suivi qui est fait, justement, quand il y a ces campagnes de reboisement, lorsque, par exemple, vous avez justement fait donc, cette grosse sensibilisation et cet accompagnement pour le reboisement? Est-ce que derrière, il y a un suivi? Oui, en général, il y a un suivi, puisque nous, par exemple, on fait beaucoup de reboisement dans des forêts classées, parce qu'il y a beaucoup de forêts classées qui ont été vandalisées. Et avec le colonel, par exemple, qui était le directeur général de la reforestation, du reboisement au ministère des Eaux et Forêts, il a attiré notre attention sur ces forêts-là. Et ils nous ont donné des espaces à reboiser. Et on a fait du reboisement et on a eu des petits problèmes avec certains paysans. Par exemple, qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe avec eux, justement, quand vous venez? Bon, ils disent qu'ils n'ont pas à manger. Il faut qu'ils se débrouillent. Et moi, par exemple, on a fait de l'agroforesterie souvent. On a eu la chance d'avoir une enveloppe de 10 millions du chef de l'État pour nous féliciter. Et cette enveloppe, plus d'excellence, cette enveloppe, on a acheté des broyeuses et on leur a donné des semences et ils plantent dans les communautés pour s'autofinancer. Et ils préservent nos forêts qu'on plante. Et le problème, c'est ça. Ils n'ont pas à manger, il faut qu'ils fassent ça et c'est compliqué. Et moi, je pense que des moyens matériels, financiers et humains devaient être mobilisés dans des délais raisonnables. Mais qui doit mobiliser? Oui, mais tout le monde. Qui doit mobiliser? Moi, par exemple, nous, on vit de legs et puis de dons. On n'a pas un budget comme ça. Nous sommes de la société civile. Et il faut persévérer dans la sensibilisation. Parce que quand on sensibilise, chez nous, par exemple, au sein de la Fondation, on a travaillé dans les écoles. Nous avons beaucoup travaillé dans les écoles et avec les enfants dans les écoles, on a opté pour la préservation de la nappe phréatique qui alimente de l'eau potable en Guélédou. Nous avons fait beaucoup d'hectares de forêt là-bas avec une école de 5 hectares qu'on a lancée. Parce que nous, on a commencé dans les écoles avec le champ école. Et après, le ministère des Eaux et Forêts nous a
associés et nous avons soutenu oui. De manière avec une école 5 hectares, nous avons lancé le projet Une école 5 hectares et avec ces enfants, nous avons réussi à participer à la sauvegarde de la nappe phréatique. Et quand je suis repartie en Guélédou, mais j'avais des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que ça descendait, la construction. Et je voyais des femmes qui avaient des plantations en Guélédou. Il y avait la nappe qui était fragilisée. C'était combien de temps après, justement? Je suis repartie peut-être... je pars chaque 2 ans et tout récemment, il y a 3 ans, je suis repartie, mais j'ai été choquée. J'ai été choquée et comme je dis, il faut qu'on suive les mesures. Et on a des structures étatiques qui sont là, qui sont à même de nous aider, à nous orienter, à nous organiser. Et ils nous ouvrent les portes de leur bureau. Moi, quand je vais au ministère de l'Environnement, les gens m'écoutent. Mais il faut écouter ces techniciens-là. Il y a des chercheurs, par exemple, qui... On va en parler tout à l'heure lorsqu'il va s'agir des solutions, parce que là, on est déjà dans les solutions. Et je voudrais vraiment partager avec vous un exemple de citoyenneté. Regardons cet élément et on revient sur le plateau pour vos commentaires. Forêt classée des coins dans la région du Guémon. Nous sommes en juillet 2022. Plusieurs personnes, dont des jeunes, des élèves, des corps de la société civile et autres groupes constitués, participent à un reboisement populaire. Plus de 15 hectares à replanter en cette journée. L'Église, qui vit au milieu des hommes, a donc le devoir de participer à la protection et à la conservation de l'environnement. Voilà pourquoi le pape François invite les hommes, quelle que soit leur religion, leur différence, à toujours protéger l'environnement et à en prendre soin. C'est un devoir pour moi de planter aussi, pour que même si nous ne bénéficions pas de ça, ceux qui vont venir après nous puissent en bénéficier. Ça me plaît aussi de planter parce qu'au fur et à mesure qu'on plante, nous-mêmes on se fait de l'ombre. Et puis on fait de l'ombre aux animaux. C'est une initiative du mythique groupe Zouglou, Yodé et Siro à travers leur fondation Yes. Cette campagne nationale de reboisement populaire pour accompagner le gouvernement dans sa politique de restauration du couvert forestier ivoirien. Elle se fait en collaboration avec la SODEFOR, Société de développement des forêts et l'accompagnement de certaines structures privées. Et nous avons décidé de reboiser qu'en forêt classée parce que il y a une chose qui est de faire un reboisement et il y a une chose qui est de faire d'avoir un suivi. Et avec la SODEFOR, en forêt classée, nous avons des suivis. Après les 2 éditions de 2022 et 2023, l'heure est au bilan. La première année, nous avons lancé le reboisement, la première caravane, et nous avons réussi à faire 187 hectares en 10 villes. C'est difficile. Et nous avons lancé encore la 2e édition. Nous avons fait 345,5 hectares. L'édition 2024 sera lancée en mai prochain. L'objectif pour la Fondation Yes est de reboiser 700 hectares de forêt. Elle saisit le moment pour remercier l'accompagnement dont elle bénéficie déjà et espère beaucoup plus d'engagement des décideurs publics. Nous lançons un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel à toutes les sociétés vivant en Côte d'Ivoire. Le reboisement, c'est maintenant car demain c'est tard. Yodé et Siro, au-delà de la musique, sont engagés dans une action citoyenne qui contribue énormément à lutter efficacement contre la déforestation et les changements climatiques. Merci F. Boué pour cet élément. Merci également à Chérif Ousmane et à Pacom Afrié. Alors, commentaire, on voit que ce sont des artistes, des citoyens, donc ivoiriens, qui ont pris à bras le corps cette question. Qu'est-ce que cela, justement, vous interpelle? Est-ce que ça vous interpelle? Qu'est-ce que cela, justement, réveille peut-être en vous? Tout à fait. Il faut dire que c'est un exemple de co-citoyenneté à saluer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut mobiliser toutes les parties prenantes, notamment les populations. Il faudrait que les Ivoiriens fassent du reboisement leur sport. Parce que, comme on l'a dit, sans arbres, nous tardons vers la désertification, ce qui va faire qu'on aura de mauvaises productions agricoles. Donc, véritablement, ce qui est développé en ce moment dans les écoles, à travers les populations, les ONG, et puis l'élément fondamental qu'il a signalé qu'il faut retenir, c'est le suivi des reboisements. Une chose est de faire des reboisements, c'est de faire le suivi régulier
pour s'assurer que les plantes qu'on a plantées ont bien poussé. Et puis il a dit au Léman, il faut que les partenaires, parce que comme il a dit, ça nécessite des fonds. Oui. Donc il faut que le secteur privé puisse s'intéresser à cette activité. Donc véritablement, je pourrais dire que c'est un exemple d'éco-citoyenneté qui est à saluer, qui est à encourager et surtout à soutenir par les administrations publiques. Professeur, alors un commentaire justement sur l'élément qui nous a été présenté. Oui, ici, ces citoyens, ces artistes ont compris que nous sommes tous dans le même bateau, en fait. C'est la responsabilité de chacun de prendre soin de notre environnement, de la qualité de notre vie, en protégeant le couvert forestier et en contribuant à la reforestation, à la réinstallation de la forêt. Parce que, comme on a dit, c'est quelque chose de vital pour nous. En ce sens que beaucoup de difficultés dont parlent les citoyens qu'on vit dans le monde rural comme en ville, on affronte certaines difficultés et ces difficultés sont dues en partie au changement de notre environnement, à l'abus que nous faisons de certains écosystèmes qui étaient prêts à nous servir dans un usage raisonné, durable. Quand nous en faisons un usage abusif, alors le retour du bâton tarde des fois un peu, mais finit par arriver. Donc ici, c'est un exemple à saluer. Ça doit être la responsabilité de tous. Oui. Et on a beaucoup parlé de sensibilisation. En général, la sensibilisation a sa place, mais elle ne suffit jamais. Pour qu'on puisse circuler sur la route, il y a le code de la route que les autorités font respecter. Et nous avons une bonne évolution législative en matière forestière. Nous avons le code forestier de 2019. Il est moderne, il a été participatif, il tient compte de nos réalités. Il faudrait que nous tous ensemble, on apprenne à le respecter. Il faudrait qu'on apprenne à le respecter. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure parce que c'est une chose, le code forestier, il existe de 2019. Encore faut-il que les uns et les autres se l'approprient et justement le mettre en application. Colonel-Major, je voudrais vous poser une question parce que comme on l'a dit, les téléspectateurs ils regardent cette émission et c'est une émission participative. Pourquoi n'arrive-t-on pas aujourd'hui à anticiper sur la déforestation avec la vulgarisation de systèmes satellitaires? Tout à l'heure, vous parliez de drones. Il y a des systèmes satellitaires également. Qu'est-ce qui est possible de faire justement? Pourquoi on est encore dans cette situation? Aujourd'hui, on fait ce débat, c'est important de faire la sensibilisation. Oui, c'est important de le dire. Hein. Le système de suivi satellitaire des forêts a été déjà implémenté dans l'ouest et le sud-ouest du pays et nous allons passer à une phase nationale. Alors actuellement, les dispositions sont en train d'être prises et cela est coordonné par la primature pour permettre d'avoir un système unique de suivi des forêts. Donc je pense que cette préoccupation qui est évoquée d'ici peu sera... elle sera prise en compte? Voilà, elle sera prise en compte. Alors c'est E100, c'est un code, hein, E100 qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Merci colonel-major pour votre réponse. Une autre question également, hein. Alors c'est Kwasi qui nous écrit toujours de Côte d'Ivoire. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la déforestation? Je vous la pose encore. D'accord. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la déforestation, il y a la sensibilisation. Oui. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des patrouilles. Hein, des patrouilles. Alors, au-delà de cela, hein, il y a que le gouvernement prend des dispositions pour que, au niveau de la pratique agricole, que cette pratique agricole ne soit pas itinérante. Voilà. Alors, il y a un exemple de très bonne pratique qu'il faut partager. Voilà. Il y a le Conseil Café-Cacao qui a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de la norme africaine de cacao durable, dénommée norme ARS 1000, d'introduire des arbres forestiers dans tous les vergers cacaoyers en Côte d'Ivoire. Et il y a 60 millions d'arbres qui doivent être introduits dans les cacaoyers. Quelle est la durée? En combien de temps? En 4 ans. En 4 ans. Donc en 2028. Ça a commencé l'année dernière. 2027.
Donc, c'est une information qui est très, très importante. Et avant de passer au troisième sujet sur vos propositions, je voudrais vous demander à tous les quatre très rapidement, selon vous, quel est le lien entre la protection des forêts, la sécurité alimentaire, parce que c'est vrai qu'on en parle, la lutte contre la pauvreté également, et le développement durable? Général, je pense que vous voulez intervenir on peut rapidement y parler, parce qu'il faut dire qu'il y a un lien très fort entre la forêt et l'agriculture. Oui. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout à fait. Parce que quand la Côte d'Ivoire est un pays agricole, mais nous comptons sur la pluviométrie pour avoir une bonne production. Donc si nous détruisons les forêts, c'est sûr que la pluviométrie va chuter. L'exemple le plus simple, c'est le déplacement de la boucle du cacao en Côte d'Ivoire. Il y a 30 ans, la boucle du cacao se trouvait dans la zone d'Abengourou. Mais quand nous avons défriché toutes les forêts qui étaient là-bas, on était obligé de déplacer la boucle du cacao pour revenir au centre, vers Dembokoro. Aujourd'hui, la boucle du cacao se trouve au sud-ouest. Mais si nous ne prenons pas les dispositions pour assurer la gestion durable des forêts qui existent, c'est sûr qu'on n'aura pas de production cacaoyère, on n'aura pas de production vivrière. Parce que ces productions ont besoin d'eau pour réussir. Donc voilà le lien qui existe. Si on détruit les forêts, c'est sûr que la famine va s'installer. Et tout le monde l'a dit tout à l'heure, les forêts fixent l'eau, filtrent l'eau, régulent l'eau. Mais s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de régulation d'eau. Or, tout le monde sait que l'eau, les ressources en eau, c'est des éléments dont tout le monde a besoin. Si des dispositions ne sont pas prises, c'est sûr que nous allons vers la fin. On peut aller vers de sérieux problèmes avec la gestion de l'eau, la question de l'eau. Tout à fait. C'est vrai, parce que le lien aussi est direct. Hein. Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez les forêts, ils ont un rôle de purification de l'eau, mais ils ont un rôle de fixation du sol. C'est ce qui explique souvent que les gens courent vers les zones forestières pour faire de l'agriculture. Donc il faut prendre des dispositions pour la stabilisation de l'agriculture à la périphérie de nos forêts. Et puis utiliser des techniques plus améliorées que d'utiliser l'agriculture sur brûlis, l'extensive sur brûlis. Merci Général. La sensibilisation, de toutes les manières, elle va se poursuivre. Donc avant de passer au troisième sujet, alors M. Ngoran Ibrahim Traoré qui nous suit de Côte d'Ivoire. Bonsoir madame, j'ai deux questions que sont. 1. Pourquoi malgré la vitesse de la déforestation, la Côte d'Ivoire exporte toujours le bois? Deuxième, donc ça c'est pour le professeur, l'université Nangui à Brogua avait un espace forestier en son sein, à savoir, il veut savoir si cette forêt existe toujours, sinon, quelle est la raison et quel est le projet, si elle a été remplacée. Donc, je vais commencer peut-être par qui peut me répondre. Pourquoi, malgré la vitesse de la déforestation, la Côte d'Ivoire exporte toujours le bois? Alors, colonel Major, je vous pose la question. Oui, la Côte d'Ivoire exporte toujours le bois. Oui. Alors, il ne faut pas voir l'exploitation forestière comme étant un ennemi de la forêt. Parce que le bois, c'est un organisme vivant qui naît, qui croît et puis qui meurt. Donc, même si on ne le coupe pas, un jour ou l'autre, je vais dire, il va disparaître. Alors, ce qu'il faut incriminer, c'est l'exploitation forestière qui soit pas faite de façon rationnelle. Alors, la Côte d'Ivoire exporte le bois parce qu'on a un tissu industriel quand même de 133 usines. Je pense qu'à l'exception de Abidjan, de San Pedro et de peut-être Bouaké, à l'intérieur du pays, quand on rencontre une usine, c'est que c'est une scierie. Figurez-vous comment ces usines-là contribuent à la lutte contre comment on appelle le chômage, comment ces usines contribuent à l'employabilité des jeunes. Oui, donc, ces usines ont besoin d'être approvisionnées avec des bois qui respectent les normes en matière d'exploitation. C'est toujours le cas? C'est bien le cas, je pense. Il y a certainement quelques situations, mais qui sont, j'allais dire, des situations marginales. D'accord. Merci, colonel Major. Professeur, vous avez la question vous a adressée concernant justement, c'est un projet, vous aviez à l'université un espace forestier au sein de l'université. Est-ce que cet espace existe toujours? Sinon, pourquoi? Oui, l'université Nangui à Brogua a été bâtie sur l'ancien site de l'École nationale supérieure d'agriculture de la Côte d'Ivoire qui fait partie maintenant de l'INP HB à Yamoussoukro. Et c'est dans cet
école qu'on formait les ingénieurs spécialistes des eaux et forêts. Et pour ça, à titre pédagogique, il y a des reliques de la même forêt que la forêt du Banco qui sont sur ce site jusqu'aujourd'hui. Nous avons une relique qui est entretenue, qui soutient la recherche. Nous étudions même sa biodiversité. Il y a une famille de singes qui y habitent. Et un de nos projets dernièrement, le projet Multipalme, qui essaie de préserver la diversité des palmiers qu'il y a dans nos forêts, a fait un planting spécifique. Et nous faisons des expérimentations agricoles autour de cette forêt. Oui. Et nous avons un plan de protection qui est en développement dans l'esprit du fait que c'est une institution de recherche. Donc on peut dire que on peut répondre à Ngoran Ibrahim Traoré que cette forêt, cet espace forestier existe. Oui, elle existe. Alors merci Ibrahim Traoré, Ngoran Ibrahim Traoré. Cette forêt existe, soyez rassurés. Le vice-président de cette université vient de vous donner la réponse. Vous vouliez dire quelque chose avant qu'on nous passions à la troisième partie, Madame Non, j'ai pas. Bon, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est de dire que le suivi minutieux de la mise en œuvre de ces principes de gestion environnementale est très important. Il faudrait qu'il y ait un suivi parce que Qui doit suivre? Il faut qu'il y ait un suivi, mais qui justement a la responsabilité de suivre cette action de reboisement et de tout ce qui va justement dans ce sens? Bon, tout le monde, parce que l'État ne peut pas tout faire. Je suis sur le terrain et quand on plante un arbre, il faut repasser, il faut faire la sensibilisation, il faut faire le suivi comme on sait le faire simplement. Oui. Mais il faut que l'État accompagne ces suivis-là pour qu'on soit rassuré aussi. Mais l'État, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ont déjà la gestion des problèmes de la forêt. Et nous, société civile, nous les personnes civiles, on doit pouvoir faire attention à ce qu'on fait. Vous devez faire attention à ce qu'on fait. Je pense que je vous reposerai la question tout à l'heure lorsqu'il va s'agir des propositions. Mais pour l'heure, nous allons nous poser la question. Comment sauver la planète? Nos forêts sont un pilier essentiel pour que nous arrivions à réguler la température de l'atmosphère. Il est donc bon de planter des arbres plutôt que d'en couper. Voilà pourquoi l'agriculture extensive que nous connaissons, on la déconseille aujourd'hui. Pourquoi on rentre dans l'agriculture bio? Il faut qu'on pratique cette agroforesterie qui va nous permettre de résoudre deux problèmes. Le problème d'autosuffisance alimentaire et de résoudre le problème atmosphérique qui est ce changement climatique qui ne nous laissera pas, tant qu'on n'arrêtera pas nous-mêmes, de continuer à couper et encore à émettre des gaz carboniques. C'est bien pour cela que l'on parle de transition écologique maintenant. La transition écologique dit qu'on a de l'énergie qui est plutôt de l'énergie verte et qu'il faut, je dirais, vulgariser maintenant. L'énergie verte, c'est celle qui, on peut l'avoir sans produire du CO2. Par exemple, si on brûle, on met du carburant dans un groupe électrogène qu'on met en marche. On produit de l'électricité, mais à côté, par derrière, on produit du CO2. Ce n'est pas une énergie propre. Par contre, si je mets un panneau solaire ici, le soleil tape le panneau et ça produit de l'électricité. C'est une énergie verte. Si je mets une éolienne, c'est une énergie verte. Si je mets un barrage hydroélectrique, c'est une énergie verte. Si aussi j'arrive à produire de l'hydrogène qui est l'énergie du futur, c'est une énergie verte. Si toutefois la source de production, ce que je prends pour produire, n'est pas polluant. L'énergie verte, alors, je vous pose la question à tous les quatre. Merci évidemment à Astou Touré pour cet élément. Madame Soundélé, l'énergie verte, c'est la solution? La solution, comme je le dis. Est-ce que c'est la solution? Oui, c'est aussi une solution. C'est aussi une solution. Une grande solution. Une bonne solution. Colonel Major. Ah oui, absolument. L'énergie verte apparaît aujourd'hui comme étant une très bonne solution dans la mesure où elle n'est pas polluante.
Le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'émission du gaz à effet de serre. Alors, si on arrive à se passer des énergies fossiles, je pense que nous n'allons pas dans l'utilisation des sources d'énergie verte, donc produire des gaz à effet de serre qui vont réchauffer la planète. Professeur, l'énergie verte, la solution? Oui, l'énergie verte est au cœur des priorités de recherche de l'université Nangui Abrogwa. Et nous avons l'IREN, Institut de recherche des énergies nouvelles. Ces recherches portent sur des innovations de nature photovoltaïque, comme la biomasse qu'on n'utilise pas après les récoltes, comme à la transformer, produire des énergies qui ne soient pas très polluantes, qui aient une faible empreinte écologique. On a abordé ces sujets, souvent l'agroforesterie. Je pense que l'agriculture, l'activité agricole a été suffisamment incriminée. Il faut dire qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Le général est intervenu sur l'importance de la forêt pour l'agriculture. Oui. Il ne faut pas s'entêter pour aller dans le mur. Il faut recourir à la capacité d'adaptation de l'être humain. Et la recherche, l'innovation et la technologie sont des outils qu'on doit mobiliser. La recherche ivoirienne est mobilisée dans ce sens. Nous sommes le premier producteur de cacao au monde. Le cacao joue un rôle important dans notre économie. C'était avec stupeur que nous avons entendu les notions de déforestation importée qui allaient nous cibler abusivement. Alors, nous allons avoir une approche raisonnée pour faire une cacaoculture durable. Cacaoculture durable. Oui, c'est dans ce souci-là que l'université Nangui Abrogwa a noué des partenariats à partir des capacités de recherche variées pour avoir des bonnes pratiques. Avec le CIRAD actuellement, nous avons une recherche active à travers le projet Cocoa for the Future pour avoir une agroforesterie adaptée. Il y a une organisation qui est mise en œuvre de façon à ce que, très bientôt, on espère, on ne subisse plus toutes ces questions de déforestation et qu'on glisse vers l'énergie verte. Général, est-ce que vous êtes de cet avis? Tout à fait. Il faut dire que le gouvernement a pris la pleine mesure. Avant, on appelait le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Oui. Et depuis le dernier remaniement, vous avez entendu le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la transition écologique. Absolument. Cela veut dire qu'il faut que nous adaptons notre mode de vie. Et notre mode de vie, c'est ce qu'on a dit. Il ne faudrait pas qu'on continue de produire des énergies fossiles. C'est vrai qu'on ne peut pas aller à 200 à l'heure pour changer totalement. Il y a des habitudes quand même. Il faut aller progressivement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes premiers producteurs de cacao. Mais il faut qu'on puisse utiliser la biomasse. Des cabosses de cacao qu'on rejette, on peut l'utiliser pour produire de l'énergie. Donc c'est par étapes. Oui. Et puis il ne faudrait pas que cette action soit une action holistique. Il faudrait que la grande masse puisse pouvoir étudier cela. Il faut un collectif. Il faut de façon collective qu'on avance ensemble, c'est bien cela? Exactement. Nous allons donc écouter les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette situation? Quelles sont leurs propositions? On regarde et nous revenons sur ce plateau. On a besoin de l'aide de la part de l'État en faisant le reboisement. Et ce que je peux dire aussi à la population ivoirienne, c'est d'éviter les feux de brousse, éviter aussi de couper les arbres. Déjà avec le changement climatique et puis vraiment la chaleur qu'il fait, je pense qu'il faut essayer de revoir encore le reboisement parce que ça pourra nous aider. Parce que vu la saison, ça fait que le soleil est tellement fort, donc du coup il y a la chaleur qui monte par perpétuelle. On n'a même pas aussi d'hommes pour pouvoir se réchauffer. Avec tout ce qui est construction qui s'y passe, on voit que vraiment il y a tellement de trucs qui sont vraiment anarchiques. Il faut adopter des moyens écologiques parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu ces réalités concernant le changement climatique, on trouve que ça affecte toute la planète. En fait, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est une affaire du monde. Donc aujourd'hui, les êtres humains qui vivent là avec tout ce qui est hydrocarbures, la biosphère qui est menacée, et puis les usines aussi qui produisent des gaz nocifs pour la santé. Et il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte, quoi. Donc c'est des comportements qu'on doit adopter. Et le gouvernement doit prendre des mesures pour que on puisse donner une limitation de certaines attitudes environnementales. C'est un pays de l'agriculture, donc on a beaucoup enlevé. Et maintenant qu'on limite les choses, qu'on s'oriente à d'autres activités. Parce que l'agriculture nous a déjà donné ce qu'elle peut nous donner.
bon qu'on diversifie maintenant notre manière de s'enrichir. Pour sauver la planète, on doit réfléchir. Non seulement on doit réfléchir, mais on doit aussi penser à l'existence des autres. Qu'est-ce que nous laissons comme héritage? Qu'est-ce que nous laissons comme héritage à nos progénitures? Quand on parle du boisement, reboisement, c'est à nous de prendre conscience. Et il faut réveiller la conscience humaine. Qu'est-ce que nous laissons comme héritage? Il faut réveiller la conscience humaine. Merci à Maître Traoré pour ce micro-trottoir. Madame Soundélé, qu'est-ce que nous laissons comme héritage? Il faut sensibiliser, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage? Après tout ce qu'on a dit. On a dit, il faut, c'est ce que je dis, il faut sensibiliser. Au-delà de la sensibilisation. Mais il faut travailler, il faut l'exploitation forestière mal menée, tout ceci concourt au mal de la planète. Donc il faut s'organiser et il faut rentrer dans les normes de l'exploitation forestière, il faut reboiser, il faut faire les choses avec les normes. Et pour laisser tout ceci à nos enfants, même à nous-mêmes, parce que les grandes personnes ont un peu besoin d'être sauvées. Et il faut travailler, il faut s'organiser, il faut sensibiliser, beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation. Moi, je pense que c'est par ça qu'on peut vraiment laisser quelque chose à nos enfants, à nos étudiants, à nos parents, à nos enfants, tout ça. Il faut beaucoup nous-mêmes, parce que nous sommes encore là. Nous sommes encore là et on a besoin de respirer un peu d'air. On a besoin de respirer un peu d'air. Moi, j'ajouterais un peu d'air frais, je me permets, même si je ne suis pas débatteur ce soir. Colonel-major, qu'est-ce que justement il faut faire aujourd'hui pour que cette situation, demain, elle soit derrière nous? Oui, il faut laisser en héritage à nos successeurs une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. La forêt contribue donc au développement socio-économique, mais également la forêt contribue à la lutte contre la situation climatique, donc la crise climatique mondiale. Oui. Alors je pense qu'à quelque niveau que nous soyons, Ivoiriens, donc pays de cette Côte d'Ivoire, nous devons chacun, à ce qui le concerne, jouer la partition qui est la sienne. Parce que le devoir de préservation et de reconstitution des espaces forestiers dégradés doit sonner comme étant un impératif pour chacun de nous. Il faut que chacun de nous, à quelque niveau qu'il soit, puisse œuvrer à la reconstitution et à la préservation de la forêt ivoirienne. Est-ce que les peines sont suffisamment sévères, justement? On parle du code forestier, c'est vous qui l'aviez évoqué. Est-ce qu'au niveau des peines sont suffisamment dissuasives, professeur? Oui, quand on regarde le code forestier est fait pour être efficace en tant que texte dans la protection de nos forêts. Mais sa mise en œuvre va nous amener tous à supporter la nécessité de transition dans nos attitudes, dans nos pratiques. Les pratiques agricoles ancestrales sur brûlis ne sont plus soutenables en fait. Et mieux vaut en prendre conscience et ça c'est un argument qui est basé sur la connaissance. Ce ne sont pas des options émotionnelles de certaines personnes qui veulent... Il faut qu'on le comprenne aussi. Oui, et c'est pour pouvoir développer sa compréhension que l'université Nangui Abrogwa a mis sur pied une formation spécifique depuis l'an 2000-2001, un master en biodiversité et gestion durable des écosystèmes et d'autres formations et les cadres qui en sortent participent à cette mise en évidence de la réalité. À l'intérieur du pays également, parce que là on est à Abidjan, mais à l'intérieur du pays aussi, est-ce que cela est partagé, ce dont vous parlez? Oui, puisque nos cadres sont dans toutes les structures et des spécialisations viennent se faire chez nous, c'est pour se déployer sur le terrain et ça nous permet de rendre la situation plus palpable parce qu'il y a des pratiques expérimentales que nous partageons et qui démontrent aux paysans que mieux vaut par exemple garder quelques arbres forestiers dans son champ de cacao et que c'est mieux même pour la production. Merci professeur. Général, justement,
en fait, c'est votre mot de fin. Général, quel est votre mot de fin, justement? Qu'est-ce qu'on laisse en héritage? Il faut dire que lors du micro-trottoir, il y a un élément qui a été dit. Oui. Il a demandé que nous devons changer de comportement. Nous devons changer de comportement si nous voulons préserver la nature, préserver les forêts. Donc nous devons changer de mode de vie. L'utilisation d'un certain nombre de matériel. Par exemple, si on a des déplacements qui ne sont pas loin, on veut le faire à pied. On peut faire du covoiturage, parce que tous ces éléments contribuent à la pollution. Donc véritablement, je voudrais souhaiter que tous les Ivoiriens, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puissent contribuer à la reforestation de la Côte d'Ivoire. Faire du reboisement, ce n'est pas seulement le ministère des Eaux et Forêts, ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, c'est toute la population ivoirienne qui doit s'y mettre, parce qu'une forêt, quel que soit le lieu, peut contribuer au verdissement de la Côte d'Ivoire. Merci Général, merci Professeur, merci Colonel-Major, merci Présidente. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous concernés par la préservation forestière et bien sûr, toutes les initiatives qui sont prises, nous devons les soutenir parce que nous avons un devoir et c'est notre responsabilité à tous. Merci aux équipes techniques, merci aux équipes rédactionnelles. À très bientôt, bonsoir. Mais bien sûr, vous restez sur RTI1. À bientôt.